Ok, voilà, allez, on démarre la deuxième journée, donc d'auto-hypnose spirituelle, et on va donc faire de la redite. Désolé pour les personnes qui étaient là hier, mais c'est important que les personnes nouvelles puissent capter les clés essentielles, et on va donc axer la séance d'aujourd'hui sur la partie spirituelle de l'auto-hypnose. En quoi l'outil d'auto-hypnose peut devenir spirituel. Et là encore, j'ai mis spirituel avec 3 petits points de suspension, parce que chacun a sa spiritualité. Je ne parle pas de religion. On peut avoir sa religion, c'est de la spiritualité aussi, mais moi je l'utilise de manière neutre, spirituelle. Voilà. Et vous y mettez ce que vous voulez. Du divin, de l'universel, des annales akashiques, ce que vous voulez. Ça vous appartient. Ce qui est important, c'est que dans le mot spirituel, on retrouve l'esprit. Spiritus, donc son être profond. Derrière l'esprit, il y a l'âme, il y a ce que vous voulez, la conscience supérieure. Toujours pareil, ce sont des étiquettes. Chacun met les étiquettes qu'il veut. Donc, on a fait brièvement donc, un tour de table. Les attentes en hypnose spirituelle, pareil, elles sont très diverses. Chacun va chercher quelque chose de particulier. Connecter son guide, connecter sa conscience supérieure. Est-ce que j'ai un ange gardien? Est-ce que l'au-delà, ça existe? Est-ce que la 4e dimension, c'est quelque chose de réel? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Enfin, il y a plein de questions qu'on va égrener tout à l'heure par rapport à l'hypnose spirituelle. Alors, sur le principe, vous avez l'accompagnement en hypnose spirituelle avec un thérapeute dûment formé à ça, qui vous accompagne dans une régression hypnotique à visée spirituelle. Et le gros avantage que j'y vois, c'est que c'est vous qui connectez et c'est vous qui canalisez. C'est pas le thérapeute. Donc le thérapeute n'est pas un médium qui vous donne de l'information. Il vous emmène devant la porte, franchissez la porte et vous connectez. Vos vies antérieures, vos guides, etc. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant, toujours dans le sens de l'autonomisation. Après, si c'est compliqué et difficile, bien sûr, il y a des médiums, des clairvoyants, des thérapeutes qui font ça très bien. Ok? Donc il ne faut pas vous priver d'aide accessoires, parce que c'est parfois des accélérateurs de croissance. Parfois, pas toujours, mais ça peut l'être. Donc aujourd'hui, on va voir donc, bien sûr ce qu'est l'hypnose, les différentes techniques d'hypnose, la structuration de la conscience, l'hypnose spirituelle, qu'est-ce que c'est? Donc là, on verra bien tous les aspects de l'hypnose spirituelle. On verra aussi un cas très intéressant que j'aime beaucoup, qui est le cas de Pamela Reynolds. Donc, je vous en dirai plus tout à l'heure, qui est le premier cas avéré sur le plan médical de la conscience non locale. En clair, depuis près de 2000 ans, on a considéré que la conscience, enfin 2000 ans, on va dire depuis le 19e siècle, on s'intéresse au cerveau, on considère que la conscience se trouve dans la boîte. Et que quand la boîte s'éteint, la conscience disparaît. Et on fera donc, si le temps nous est permis, j'espère, 3 séances d'auto-hypnose spirituelle. Si on n'en faisait qu'une ou 2, ça serait déjà énorme. Parce qu'en une séance, on peut déjà connecter beaucoup de choses. Si on peut faire les 3, on fait les 3. On ne se met pas la pression. Je préfère en faire une bien qu'en faire 3 trop vite. On est d'accord? Donc, et ensuite, on fera la synthèse et la conclusion. Et dans la conclusion, vous aurez bien sûr, chacun, chacune, le manuel complet que j'ai pris le temps de rédiger, donc qui est un peu une synthèse de tous les ateliers que j'ai fait en auto-hypnose depuis plus de 4 ans maintenant, sur Paris, où vous verrez, il y a quelques séances d'hypnose spirituelle. Alors, ça ne dit pas spirituel pour ne pas choquer, mais c'est spirituel. Il y a une séance d'auto-hypnose qui s'appelle l'éveil, par exemple. Alors, ça peut être du mental, de l'imaginaire, on s'en fiche. Je vous l'ai expliqué hier, l'inconscient ne fait pas la différence. Donc prenez ce qui vous plaît, testez-vous. Le manuel est très pédagogique dans la mesure où il y a des questions et il y a de la place pour faire les réponses. Si vous ne voulez pas salir votre beau manuel, vous prenez un cahier. Hein. Sinon, vous pouvez écrire dessus, c'est fait pour. C'est comment dirais-je, je l'ai conçu comme un petit carnet de bord d'évolution personnelle. Voilà, son petit, comment on appelle ça, livre secret à soi d'évolution. Ok? Et vous avez tous les exercices qui vont bien derrière, avec bien sûr ici la petite plaquette ActiveZen, et derrière le petit lien sur la chaîne YouTube
pour avoir les méditations. Ok, donc ça c'est prévu. Chacun a son manuel et on va travailler dessus. Donc on finira à 17h parce qu'il y a des contraintes ici, donc voilà. Et puis moi j'ai des contraintes de train aussi. 17h on terminera. Ça n'empêche pas que si vous avez des questions, il y a Gérard, moi-même je suis accessible, n'hésitez pas. Hein, voilà. Alors, en hypnose spirituelle, il y a le mot hypnose. Donc on va tout de suite redonner la définition que j'ai donnée hier. Alors qui est une définition pure jus, hein, c'est moi qui l'ai conceptualisée, parce que vous avez une infinité de définitions. Toutes sont bonnes. Voilà. Donc moi je vous ai fait un petit concentré de ce que j'ai pu vivre et lire. Et donc pour moi l'hypnose c'est d'abord un état modifié de conscience. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire ce truc-là. Je m'explique. L'état modifié de conscience, c'est un état naturel du cerveau. On passe son temps à changer d'état. Okay. L'état d'hypnose, c'est un état particulier de tous ces changements d'état qui interviennent tout le temps, systématiquement. Voilà. Donc l'hypnose, c'est un état modifié de conscience parmi la foultitude d'états modifiés de conscience qu'on a en permanence. Il est naturel. Et heureusement, parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait au psychisme de se reposer. Donc naturellement, quand on s'ennuie, quand on était petit à l'école, que la maîtresse annonnait son cours avec habitude, qu'on finissait par se lasser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le mental nous déconnecte et on part dans la lune. Et la maîtresse vient nous voir et dit « Mais alors, t'es dans la lune ?» Et puis là, on revient « oui !» Eh bien on était dans un état modifié de conscience, dans un état de transe. Quand on prend la voiture et que le chemin est long, que le paysage défile, et qu'on est là et qu'on s'ennuie un peu, on se met en transe. Quand on regarde un film et qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie vraiment de focaliser, que la télé nous vide la tête, c'est un état de transe. Tout ça, ce sont des états de transe. Quand on voit un film et qu'on est ému par ce qu'on voit, c'est aussi un état modifié de conscience et de transe. Il n'y a aucune raison qu'on pleure ou qu'on rit devant une image qui bouge. En plus, on sait que c'est des acteurs, qu'il y a un scénario, qu'il y a des caméras, et pourtant on pleure. Bon, donc, tout ça, ça veut dire que pour l'inconscient, l'imaginaire, le réel, c'est la même chose. Alors, l'avantage avec le fait d'avoir isolé cet état de conscience-là, qu'on appelle hypnose, hypnose, ça vient du grec hypnos, le dieu du sommeil, et il faut savoir que les Grecs utilisaient l'hypnose pour soigner les gens. Ils avaient un temple, le temple d'hypnose, où les gens venaient, dépression, fatigue, maladie, on les allongeait, il y avait des parfums, des musiques, et une fois qu'ils étaient dans un état de relaxation sophroliminale, qu'on retrouve en sophrologie, un prêtre passait à côté de leurs oreilles et leur susurrait des petits mots de guérison. Et la personne repartait, elle allait mieux. Okay. Donc l'état de l'utilisation de l'hypnose en tant que technique, c'est vieux comme le monde. Les Sumériens utilisaient l'hypnose, il y a plus de 6000 ans. On a retrouvé chez les Égyptiens une stèle avec toute une séance d'accompagnement hypnotique, il y a 3400 ans. Donc, c'est pas récent. On l'a juste oublié, et ça revient. Dans les années 1850, l'hypnose en Europe faisait un carton. Dans toutes les cours d'Europe, on pratiquait l'hypnose. C'était le nec plus ultra. On mettait les gens en transe, il y avait des états de somnambulisme, il y avait des choses fascinantes, et toutes les cours d'Europe s'amusaient avec ça. Puis après, la médecine scientifique est arrivée et elle a commencé à dire « c'est quoi ce truc-là? C'est l'hystérie ». Et ça a été rangé. Et aujourd'hui, la médecine redécouvre l'hypnose. Et les médecins se forment à l'hypnose et pratiquent l'hypnose. Les infirmières utilisent l'hypnose. On fait de l'hypnosédation pour endormir les gens. Ça marche très bien. Ils prennent moins de médicaments, ils ont un meilleur moral. La publicité aussi, La publicité, le marketing utilise la PNL et utilise aussi des artifices d'hypnose. Absolument. Dans les mots, dans la musique, dans le rythme. Ouais. Absolument. Les hommes politiques. Les magasins, il y a les parfums, il y a des choses comme ça. Ce sont des techniques hypnotiques. C'est pas forcément de l'hypnose pure, mais c'est des techniques hypnotiques pour mettre les gens dans des conditions favorables d'achat. Que ce soit un homme politique, une lessive ou autre chose. Il faut toujours vendre quelque chose.
Donc il faut que la personne soit en disponibilité mentale. Et c'est le PDG de TF1 qui disait, moi je vends de la disponibilité de cerveau. Eh oui, il ne gérait pas une chaîne de télévision, il gérait un outil qui permettait de mettre les gens en transe, et au moment où les gens étaient en transe, bing, il leur balance une pub. Il vendait de l'espace de cerveau disponible. Et il l'a dit sans complexe, c'est honnête. Eh oui, ça va aussi loin que ça. Et le neuromarketing s'appuie sur la technique d'hypnose. C'est pour ça que c'est très efficace. Et que nos enfants, s'ils n'ont pas le truc, c'est la dépression. Parce que ça les touche émotionnellement. Le big box. Et c'est là qu'on voit que c'est bien fait. Ok? Donc le fait de pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose, ça permet d'être un petit peu moins dupe de cette technique marketing ou de communication qui nous emmène là où on n'a pas envie d'aller, par de subtiles suggestions. Ok? Donc, on va vite balayer donc, les 4 formes d'hypnose qui existent aujourd'hui. Donc c'est un rappel pour ceux qui étaient là hier et peut-être une découverte. Donc en fait, j'ai stratifié ces 4 types d'hypnose en commençant par l'hypnose classique ou l'hypnose de spectacle. C'est l'ancien type d'hypnose où on disait à la personne « dormez, je le veux », on mettait la pression sur la personne, le reptilien se mettait en place, ça coupait, et on mettait une suggestion. Et la personne, sans savoir comment ni pourquoi, elle prenait la suggestion et elle faisait ce qu'on lui demandait. Ah oui. Ok? C'est vraiment une technique qui marche très très bien. Oui, comme Mesmer. Voilà. Alors Mesmer, il a repris en fait le nom de Mesmer, qui était le neurologue. Et pour faire son hypnose de spectacle, il utilise ces techniques-là. Mais avant, il va tester quand même la sensibilité de la personne. Donc, est-ce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose? La réponse est oui, mais pas dans la même durée. Il y a des gens, ça va être en 3 secondes, voire en 1 seconde. En hypnose de rue, on le voit, c'est très impressionnant. Puis il y a des gens, il va leur falloir 2 séances, 3 séances, 4 séances, et c'est seulement au bout de la 4e séance qu'ils vont connecter. Mais ça ne veut pas dire que dès la première séance, il ne s'est rien passé. Il s'est passé énormément de choses, mais la personne n'y a pas accès. Ah oui, d'accord. Parce que voilà. Comme par exemple arrêter de fumer, parce que mon mari avait été, il dit ouais, ça marche pas, machin. Maintenant, il a de toute façon arrêté de fumer. Et maintenant que vous me dites ça, peut-être voilà. que ça... Il y a un effet rebond, plus tard. Parce que l'inconscient gère notre survie. Notre rythme cardiaque, notre pression artérielle, les échanges cellulaires. L'inconscient fait tout ça, tout le temps. Et heureusement qu'on n'est pas conscient de ça, parce que notre cerveau l'exploserait. Mais il gère des milliards d'opérations instantanément, chaque minute. Okay. C'est aussi le boulot de l'inconscient. Donc il prend tout. Il prend des choses que vous ne percevez pas. Hein. La luminosité, l'hygrométrie dans l'air, la pression de l'air sur votre corps, le champ électromagnétique qui nous entoure, tout ça, votre inconscient le capte. Mais pas votre mental. C'est aussi précis que ça. Donc dire je ne suis pas suggestible à l'hypnose, c'est juste impossible. Puisque votre inconscient déjà prend tout le reste, qui est 10 fois plus subtil qu'une simple séance d'hypnose. Ok? Mais le déclencheur et la conscience de ce qu'on a vécu vient peut-être plus tard pour certaines personnes. Et c'est juste. C'est que c'est le rythme de la personne et on respecte ça. C'est pas que ça a échoué. Il n'y a pas d'échec possible en hypnose. Il y a juste un effet rebond qui est plus tardif. Okay. C'est intéressant. Donc l'hypnose classique, ça amuse tout le monde, certes, mais ça permet de comprendre que ça marche. L'hypnose ericksonienne, là, on va travailler en thérapie, donc c'est une transe dissociée. Je prends le mental en tant que thérapeute, je le mets d'un côté, je travaille avec l'inconscient. Et je blablate avec l'inconscient pour qu'il change les choses à changer. Qu'est-ce qui peut changer? Toutes les thématiques qui peuvent gêner la personne. Des deuils qui ne sont pas terminés, des traumas, des peurs, des phobies, des tocs, des croyances limitantes, des dépendances, de l'insomnie, voilà, et plein d'autres choses encore. Mais là, je suis le garagiste, j'ouvre le capot, tac, 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 je reconnecte les fils, l'inconscient, il est d'accord, il fait. Si l'inconscient n'est pas d'accord, il répond non au thérapeute. Il faut le savoir. Hein. Ou il dit, je ne sais pas. L'inconscient peut refuser, ou dire, je le fais, non, je ne veux pas le faire maintenant. Le thérapeute demande, tu veux le faire plus tard? L'inconscient répond oui. Est-ce que c'est dans un mois? L'inconscient répond. On peut vraiment aller jusque-là, de ce niveau de précision. Et une fois que le travail est fait, on peut dire à l'inconscient, super, maintenant tu gardes tout et tu fais en sorte que le mental ne s'en rappelle pas.
l'inconscient fait le job, la personne se réveille, revient à elle, elle dit « Ah, mais j'ai entendu quelques mots, mais il ne s'est rien passé. » Là, vous avez la preuve en tant que thérapeute que l'inconscient a fait le job. Donc s'il a créé une amnésie, ça veut dire qu'il a fait tout le boulot. Et la personne ne repart en disant « Mais il ne s'est rien passé. J'ai perdu du temps et de l'argent. » Puis une semaine, un mois après, boum, le changement se met en place. Et elle ne sait pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Okay. Mais justement, alors, la question dans l'hypnose de spectacle, etc., ça pourrait être dangereux dans le sens où finalement on manipule aussi les personnes en faisant, je sais pas moi, n'importe quoi, et que on ne sait pas qu'est-ce qui va être déclenché par rapport à ça. C'est une des limites de l'hypnose de spectacle. Ouais. Alors Mesmer est un ancien thérapeute, il a été thérapeute pendant 7 ans, donc il connaît ces limites-là. Malheureusement, quand vous avez une salle de 3000 personnes, vous ne pouvez pas tout contrôler. Même quand il y a 5 personnes, on ne peut pas contrôler les choses. Quand on parle d'hypnose et quand on fait de l'hypnose. Donc la limite de ce sujet-là, il y a 2 limites. La limite individuelle, la personne ne fera jamais ce qui est contraire à ses croyances, à ses valeurs. Jamais. Si vous lui demandez de se jeter par la fenêtre ou de tuer quelqu'un, c'est juste impossible. L'inconscient bloque. Okay, donc on ne peut pas aller au-delà de ce qui est acceptable pour la personne. Voilà. Sauf si la personne est un psychopathe. Bon. Mais si ce n'est pas un psychopathe, normalement ça doit bloquer. Et tout ça c'est relatif, hein. Mais dans 99% des cas, ça se passe comme ça. Deuxième sujet délicat par rapport à l'hypnose classique, c'est que le comédien, le hypnotiseur, maîtrise les suggestions qu'il fait sur les personnes qui sont sur scène, et les personnes qui sont en salle peuvent tomber en transe et entendre les suggestions et se mettre à se lever dans la salle et danser comme les autres sur scène, parce qu'elles sont connectées. La difficulté, c'est que quand la personne se rassoit ou qu'elle revient dans son état entre la veille et le sommeil, elle est encore hyper sensible à toutes les suggestions qui peuvent arriver autour d'elle, positives comme négatives. Donc quand le spectacle se termine, elle peut très bien capter des suggestions de gens qui parlent autour d'elle, et ça peut poser un programme. Et elle peut repartir avec ce truc-là, comme on attrape un petit virus en allant à la piscine ou dans un magasin. Donc là, c'est la limite du sujet. C'est jamais bien grave, mais quand même, c'est une potentialité. Parce qu'elle est très sensible à ce moment-là. Ok ? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas... Enfin, j'aime bien regarder des hypnoses de spectacle, mais c'est pas mon truc. Clairement. Moi, mon truc, c'est plutôt l'accompagnement. En ericksonien, donc, en travaillant avec le moteur de l'inconscient, et en collaboration avec lui, je ne peux rien lui imposer. C'est lui qui décide s'il fait ou ne fait pas, parce que c'est lui qui vous connaît. Ensuite, on passe à l'hypnose humaniste, où on va travailler donc en psychothérapie, donc avec un peu la partie identité de la personne. Donc là, on est en transe associée, donc c'est une forme de transe de pleine conscience. Là, il n'y a pas de garagiste. Le mental et l'inconscient connectés. Et la personne est tout le temps présente pendant toute la séance. Elle se rappelle de tout, quasiment. Et en plus, elle répond au thérapeute. Voilà. En hypnose ericksonienne, quand on veut faire parler la personne, ça donne... C'est très compliqué. Alors qu'en humaniste, la personne peut quasiment parler normalement. Pas tout à fait, mais presque. Okay ? Donc elle est bien là, mais en pleine conscience. Et on va travailler sur l'enfant intérieur blessé, le féminin, le masculin, le critique, et le sage, qui est ce qu'on appelle la partie la plus intelligente du cerveau, le cortex préfrontal. Et donc ça, c'est là où se trouvent toutes les blessures de l'enfance, les blessures de son propre sexe si on est une femme, ou de la polarité féminine si on est un homme, puisque les hommes ont des oestrogènes, et les femmes ont de la testostérone. Eh oui, 50-50. Donc il y a une part féminine dans les hommes, et il y a une part masculine chez les femmes. Et chacune de ces deux parties peut être blessée, en rapport au père ou à la mère, mais en rapport aussi à d'autres membres de la famille ou à la société. Et enfin le critique qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui au départ bien sûr est un programme de sauvegarde, sauf qu'à un moment, ce programme de sauvegarde peut se transformer en tyran intérieur et nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on n'est jamais assez capable, parce qu'on n'est jamais assez intelligent, parce qu'on n'est jamais assez machin. Ok ? Donc ça, on peut le travailler en une séance
et le remettre là où il doit être, c'est-à-dire au niveau de son rôle de protecteur. Il y a des gens qui ont une vie très compliquée avec ce petit bonhomme-là. Professionnellement parlant, ça, tous les coups, on y a droit. Et une fois que le sage est je dirais connecté, c'est-à-dire que vous avez connecté votre identité de manière sécurisée, en ayant bien réparé tout ce qu'il y avait à réparer, et bien vous commencez à connecter la deuxième pyramide, l'hypnose spirituelle. Parce que quand on a guéri toutes les blessures de vie, eh bien, il y a des questions existentielles qui apparaissent. Et vous avez vu, je vous ai mis un voile de l'oubli, qui fait que pour pouvoir vivre pleinement notre chemin de souffrance, il est important de ne plus être connecté au reste, pour que ça soit juste. Parce que si vous donnez un examen à un enfant et que vous lui donnez des solutions en même temps, l'examen n'a plus de sens. Donc, on laisse l'enfant se gratter la tête et trouver des solutions. Mais au bout d'un moment, bien sûr, on l'aide en lui donnant les corrections. Et il s'auto-corrige. Il n'y a personne qui le juge, c'est lui qui s'auto-corrige. Et bien c'est un peu ce qui se passe avec nous. Quand notre conscience s'éveille, le voile de l'oubli disparaît. Et on appelle ça vivre en conscience. Et là, l'hypnose spirituelle peut commencer à apporter des éléments de réponse. Sur quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent. Est-ce que je peux connecter à mon guide? Est-ce que les vies antérieures, ça existe? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'ai un groupe d'âmes? Est-ce que les annales akashiques, ça existe? Est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'il existe ce fameux conseil des sages? Donc tout ça... Qu'est-ce que c'est que c'est des annales akashiques? Alors les annales akashiques, ça rejoint l'idée de l'univers informationnel. C'est-à-dire que le principe qui prévaut, c'est que quand une information est créée, elle est de toute éternité. Ah oui, d'accord. Et elle va être stockée en tant qu'énergie pure, comme un code barre, dans l'univers tout entier. Ça veut dire qu'en clair, il n'y a rien que je puisse faire ici que l'univers ne connaisse pas instantanément. Et on peut accéder à... Alors, certains localisent, mais ça c'est une vue mentale, je dirais, les annales akashiques en disant je vais dans un endroit spécifique, c'est un temple, comme une bibliothèque, mais cette fois quantique, donc sans limite. C'est très bien et c'est juste. Parce qu'on a encore ce corps et encore ce mental. Donc c'est un support pédagogique pour nous aider à accéder. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça. C'est juste comment mes filtres spirituels modélisent l'information pour que je puisse ne pas être perdu. Ok? Donc ça, on le fait dans un état de pleine conscience, qui est aussi un état relatif. C'est pas la vraie pleine conscience. Puisque si c'était la vraie pleine conscience, on ne verrait rien de tout ça. On serait connecté au divin et tout serait là. Ok? Il n'y aurait pas de création. S'il y a création, c'est que vous n'êtes pas en état de pleine conscience. Vous êtes juste avant. Mais cet état-là, par rapport à notre état mental, c'est déjà un petit bout de pleine conscience. Ok? On va graduer ça. Donc, si tout ça disparaît, on est dans ce qu'on appelle les états d'épiphanie, de satori, de, comment dirais-je, de connexion divine, enfin voilà, on est dans des états très très particuliers, où tout disparaît. Et autre chose apparaît, mais qui est indescriptible pour le coup. On ne peut pas mettre de mots dessus. Voilà. Donc là, dans cette dimension-là de l'hypnose spirituelle, on va toucher à des choses qui tournent autour du sens de la vie, du soi, quel est le véritable soi, et du divin. Là aussi, divin, c'est un peu piégeant, parce que divin, ça sous-entend Dieu. Bon, sauf que j'ai mis divin et pas Dieu. Donc c'est de nature divine, mais ça n'est pas un Dieu. En clair, ça n'est pas connecté à une religion particulière. Okay, ça n'est pas connecté à des dogmes et à des croyances particulières. C'est juste un état d'être particulier, qu'on peut appeler christique ou divin. Ou alors, univers informationnel, universel. Et ça va très bien aussi. Okay, c'est toujours des étiquettes, mais on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser l'ego pour échanger. Donc on utilise les étiquettes de l'ego. Okay, et je reconnais vraiment volontairement que c'est piégeant. Mais ça fait partie de l'exercice aussi. Donc qu'est-ce qui se passe après une séance d'hypnose classique, ericksonienne, donc humaniste ou spirituelle? 9 fois sur 10, il se passe ça. Je ne crois pas avoir été en hypnose, car j'ai tout entendu et je me rappelle de tout. Ok? Et la personne est sincère. Ben oui. Sauf qu'elle a accès qu'à 5% de la réalité vécue. Et 95% de ce qu'elle a vécu, c'est en dessous.
Okay, et ça vous donne aussi la difficulté de ce travail, ou cette mission d'accompagnant avec l'outil hypnotique, c'est que c'est très ingrat. Les gens changent, ils ne se rappellent même pas que c'est vous qui les avez aidés à changer. Eh oui. Donc si vous faites ce métier pour avoir de la reconnaissance, prenez un autre métier. C'est très très ingrat. Surtout si vous mettez l'amnésie. Alors là, pour le coup, t'as été voir, oh, oui, ça ne servait à rien. Tu se remplis juste les poches. Oui, je lui donnais de l'argent, t'es content, puis c'est tout. Hein. D'accord. Puis 15 jours après, 3 semaines après, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais, bah non, j'ai plus envie. Ah bah dis donc, ça fait 15 ans que ça te fait chier, maintenant c'est bon. Bah oui, c'est fini. Ça m'a pris, j'ai pris la décision. C'est moi. Tu vois, j'ai perdu de l'argent, du temps, c'est moi. C'est ça. 95% du boulot a été fait avant. Ok? Donc c'est pas rare d'entendre j'ai été voir un hypnothérapeute, ça n'a rien donné. C'est pas rare du tout. C'est même très fréquent. Ok? Et on l'accepte. Quand on fait cette mission de vie, on l'accepte. Ça fait partie du jeu. Parce que l'humain, il a besoin de l'immédiat. Donc, voilà. Si on va voir le docteur, tout de suite. C'est ça. Donc, ça les gens viennent nous voir comme on va voir un médecin. Comme voilà. J'ai une blessure, il faut me guérir. Bien sûr. Et une fois sur deux, le résultat est immédiat. Une fois sur deux, on peut obtenir un résultat immédiat. Mais une fois sur deux, c'est quelques semaines après. Le temps que l'inconscient prépare le mental à accueillir l'information et le changement. Votre inconscient, il vous connaît par cœur, donc il va faire les choses tranquillement. À votre rythme à vous, pas au rythme du thérapeute. Okay? Si on devait forcer les choses, on aurait le résultat. Très vite, ça passerait à autre chose. Et on reviendrait 15 jours, 3 mois après, avec un autre problème. Ok. Voilà, ça fait partie du jeu de j'accompagne et j'accepte ce qui est. Et si les gens vont voir ailleurs parce qu'ils ont dit que j'étais mauvais, ça fait partie du truc. Moi, je travaille et je sais que l'univers sait. Donc, je ne manquerai jamais de travail. Tout va bien. Ok, structure de l'être. C'est aussi une création personnelle, donc ça n'est pas la vérité révélée. Et c'est bien sûr critiquable et ça peut être sujet à caution, mais je vous le livre quand même pour vous donner une cartographie. Ok? Donc on démarre, comme je vous l'ai dit, de l'inconscient. 90%, 95% se passe ici. Le subconscient, ben, c'est juste la capacité que notre mental a à aller chercher de l'information stockée dans les mémoires court terme, moyen terme de l'inconscient. On appelle ça un souvenir, une remémoration. Il y a l'ego, le mental ego, où là on retrouve donc le mental, les émotions et les comportements. Ça, c'est tous les petits programmes qui nous permettent de vivre tous les jours et d'interagir. Ok. Sauf que l'ego, il a un problème, c'est qu'il a l'impression que c'est lui qui fait tout. Que tout dépend de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ego, et qu'il est en haut de la pyramide. En toute logique, il devrait être ici. Ouais, c'est l'ego, donc on le met en haut. Et il faut qu'il brille. Parce que si on ne le voit pas, l'ego, il ne sert à rien. Okay. Donc il faut trouver des petits trucs qui font briller notre ego. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Une fois qu'on l'a fait briller, il ne nous ennuie plus, on peut passer à autre chose. Okay. On ne frustre pas notre ego. Il a envie de briller, c'est normal. Il a envie de reconnaissance, c'est normal. Rappelez-vous, c'est un enfant. On prend soin de son ego. Et on le fait grandir. L'auto-hypnose, ça permet quoi? Simplement de dépasser les limites de l'ego. Pour ça, il y a un état de transe qui doit s'installer, donc un état modifié de conscience. Transition. Cet état de transe va nous ramener à ce qu'on appelle le soi idéal. Le soi idéal, c'est la partie de nous qui est parfaite. C'est nous, mais en parfait. Donc c'est, je dirais, le plan original de ce que nous sommes là maintenant. Là, vous voyez la partie visible de ce plan. Vous m'entendez, vous me voyez, peut-être que vous me ressentez, mais ça n'est que la partie visible. Derrière moi, autour de moi, il y a une matrice, une conscience qui a créé ce que vous voyez. Et ce n'est pas moi. Ok? Sur le plan incarné. On verra qu'ailleurs, c'est plus subtil que ça. Ok? Donc, cette matrice-là, c'est le soi idéal. C'est ce qui fait que si je me blesse, ça se répare tout seul. Je n'ai pas à demander à la cellule, est-ce que tu peux cicatriser? Elle le fait. Et heureusement. Donc ça, le soi idéal, on peut aussi aller le visiter. Qui je suis au niveau de ma matrice? À quoi je ressemble?
Et des fois, on voit des choses, on connecte des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est ici. Et ce qui est intéressant avec le soi idéal, ce que j'en ai expérimenté, c'est qu'on connecte, je dirais, l'essence première de ce que l'on est. Et ce que l'on est ici n'est que l'extension de cette essence-là. Donc c'est très symbolique, mais ça veut dire qu'on connecte à quelque chose de vraiment dense. Voilà, je suis venu expérimenter cette séquence-là de mon évolution. En clair, on peut rencontrer un dragon, une flamme, vous voyez ce que je veux dire? Ok? C'est pas soi qu'on rencontre quand on va voir le soi idéal. C'est la synthèse de ce qu'on est venu apprendre ici, sous une forme symbolique. Donc ça peut être très surprenant. Mais ça n'est jamais qu'une création et une illusion, mais néanmoins nécessaire. On s'éloigne un peu plus de la création et de l'illusion, on rentre dans la matrice et on accède à l'esprit. L'esprit, en spiritualité, on va le comparer au corps astral. C'est la partie qui permet de voyager, de changer de dimension. Comme je l'ai dit hier, le principe du voyage est aussi une illusion, puisqu'il n'y a pas de distance, en fait. Tout est imbriqué, toutes les dimensions interagissent en permanence les unes avec les autres. Donc tout est là au même instant, au même endroit. C'est ce que nous dit la physique quantique, et c'est la réalité vibratoire dans laquelle on est. Donc en fait, quand on accède à l'esprit, on fait simplement vibrer une de nos cordes à une autre fréquence, qui nous permet d'accéder à une autre dimension. Comme si la vibration de cette corde était la clé pour entrer dans cette dimension. Mais elle n'est pas à des milliards de kilomètres, elle est là. Mais pas dans la vibration de ce corps-là. Elle est dans la vibration d'un autre corps, qu'on appelle le corps astral ou l'esprit. Ce qui fait que c'est très c'est bluffant pour notre mental parce que ça fonctionne comme le mental, mais en 1000 fois mieux. On voit, on entend, on ressent, mais 1000 fois mieux. Donc c'est troublant. On se dit, mais je rêve là, j'imagine tout ça, parce que c'est les mêmes canaux, c'est les mêmes sensations, c'est mon mental qui me... Et non. Si vous passez en état de transe, et ça on le sait parce qu'on a mis des gens dans des IRM, on les a fait dormir, et on leur a mis des capteurs, on s'est rendu compte que quand les gens rêvaient, le mental était coupé. En état d'éveil, on leur demande d'imaginer quelque chose, et on regarde toutes les sphères qui s'allument. En état de sommeil ou de transe, on leur donne des suggestions, on voit leurs yeux bouger, on sait qu'il se passe quelque chose. Et on voit des sphères non pas de l'imaginaire qui s'allument, mais les sphères de la visualisation, les sphères de l'audition. Mais pas le mental et pas l'imaginaire. Et pourtant, tout se met en place. Et quand on les réveille, ils vous disent, j'ai rêvé de ça, j'étais là, j'ai vu ça. Non, c'est pas possible. Ton imaginaire a été coupé, ton mental a été coupé. D'où ça vient? Et ça, aujourd'hui, par les neurosciences, c'est prouvé. Et c'est ce qui questionne l'idée de conscience locale ou non locale. Comment je peux capter de l'information alors que mon cerveau est déconnecté? C'est comme les morts imminentes. Et oui, absolument. On va y venir à cette histoire. Voilà, ouais. Exactement. Ça nous ramène à ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, l'esprit symboliquement voyage. Donc en fait, il change le champ vibratoire jusqu'à connecter cette partie de nous qui finalement est notre vrai nous, notre nous spirituel complet. Donc cette âme qui, je dirais, est comme un rayon de soleil, comme un soleil, a posé un rayon sur cette petite planète, et le bout de ce rayon, c'est moi. Mais je ne suis qu'un petit bout de mon âme, qui est beaucoup plus vaste que ça. Mais elle est venue expérimenter quelque chose, accomplir quelque chose qui lui permet en tant qu'âme de continuer à grandir et évoluer. Alors, là-dessus, quand moi j'ai commencé à connecter à tout ça, c'était très mental, très intellectuel, et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de conférences, et tout ça, ça ne me parlait pas du tout. J'ai fait vraiment un travail énorme de reformatage pour accéder à un petit peu de compréhension. Et ce qui m'a toujours gêné dans cette affaire, c'est de me dire, mais si l'univers est parfait, puisqu'il crée la vie, que la vie crée la conscience, que l'information ne meurt jamais, que la conscience donc ne meurt jamais, si tout ça c'est parfait, pourquoi créer des âmes imparfaites qui vont avoir l'obligation de s'incarner
pour se perfectionner. Ça n'a pas de sens. Moi, ça me posait problème. Si le divin est parfait, pourquoi créer des âmes imparfaites? Autant les créer parfaites tout de suite. Et si le divin connecte tout, quel est l'intérêt de créer des âmes? Autant rien créer. La réponse? C'est à vous de la trouver. Moi, j'ai trouvé mes éléments de réponse qui font que je suis ici aujourd'hui et que ce que je vous Pour propose l'évolution. d'expérimenter, ça répond en partie à ça. Ok? Et je vais vous donner des clés, mais pas de réponse. Ok? Ça, c'est pas mon boulot. Sinon, je vous enlève une belle découverte.